Eh bien, il est 19 heures. Il y a beaucoup d'impatients, vu le monde qui parle sur le chat. Bonsoir à tous et on est très heureux de vous accueillir à ce premier webinaire ski de randonnée. Alors, donc, moi, je suis Nils Martin, je suis le directeur adjoint de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Alors, avec l'ensemble des partenaires, l'ANENA, les stations d'Arion-Margeria, d'Arèche-Beaufort, de Puigmal, le Community Touring Club, d'INAF, nous avons décidé de vous offrir ces petits moments de sensibilisation à cette belle activité qui est le ski de randonnée. Alors, pourquoi on a fait cette initiative? Déjà parce que tout le monde est confiné, alors on s'est dit que vous vous embêtiez un petit peu le soir et qu'on pourrait vous proposer un petit moment convivial. Et plus sérieusement, c'est parce qu'on a constaté un essor de la pratique, et en particulier cet hiver, avec la fermeture des remontées. Il y a beaucoup de monde qui se met au ski de randonnée, et c'est une très très bonne nouvelle. Et donc, ces webinaires, ils s'adressent particulièrement à vous, les nouveaux pratiquants, mais aussi aux plus aguerris qui pourront réviser ou peut-être même apprendre certaines techniques. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Rendez-vous tous les mardis et tous les jeudis jusqu'au 4 mars, donc tout le mois de février jusqu'au 4 mars à 19 heures. Ça dure 15 minutes. Si vous avez raté un épisode, pas de panique. Vous pourrez le retrouver immédiatement après sur la chaîne YouTube de la FFCAM. Alors, le programme, il s'affiche, il est construit de la manière suivante. Alors, ce sont des sujets très, très ciblés, avec un enchaînement logique. Par exemple, on va parler d'abord de l'équipement, du matériel, avant d'aborder les lieux de pratique et la technique des conversions. C'est logique. Mais selon votre niveau et les connaissances que vous avez, vous pouvez suivre absolument tous les webinaires du début jusqu'à la fin, ou au contraire juste quelques-uns, ou alors prendre en cours de route. C'est à chacun de voir en fonction du niveau qu'il a. Pendant le live, vous pouvez évidemment poser des questions en commentaire écrit, et le principe, c'est qu'on y reprendra plutôt à la fin de la présentation. Et évidemment, si vous avez pris goût, vous n'hésiterez pas à poursuivre votre formation sur le terrain en poussant la porte d'un club alpin, d'un bureau des guides ou d'une école de ski. Alors sur ce, je vais vous souhaiter un bon premier webinaire, du bon ski évidemment, et je passe tout de suite la parole à notre premier intervenant du premier webinaire, qui est Aurélien Collin, qui s'occupe du Community Touring Club et qui va nous présenter donc ce premier épisode qui s'intitule tout simplement « Qu'est-ce que le ski de randonnée ?» Merci Nils et bonsoir à tous. J'ai effectivement à charge d'animer ce premier webinaire qui s'intitule « Qu'est-ce que le ski de randonnée ?» On va pas rentrer dans le technique tout de suite. Il y aura une dizaine d'épisodes de ces webinaires pour aborder chacun de ces thèmes. Je vais donc déjà vous expliquer, voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que le ski de rando, à qui ça s'adresse, où le pratiquer, avec quel matériel, quel type de ski de rando, quel type de pratique dans le ski de rando est-ce qu'on peut faire. Je représente Community Touring Club, CTC pour les intimes, qui est un média communautaire du ski de randonnée en France. On a un site web avec différents types d'informations qu'on diffuse, des infos sur la sécurité, sur les lieux de pratique, des infos en lien avec les événements, avec des topos, des voyages, enfin différentes informations. On est également assez présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Je vous invite à aller jeter un œil si ça vous intéresse. On est également assez connecté avec les pratiquants puisqu'on organise des événements sur le terrain. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines à la Clusa avec la Belle Trace. Et puis nous travaillons de manière assez étroite avec les marques et les acteurs du ski de randonnée en France, stations, collectivités territoriales, pour favoriser l'accès à la pratique. Alors, pour commencer cette thématique, rien de mieux qu'une définition. Qu'est-ce que le ski de randonnée? Si on peut passer à la slide suivante. Le ski de randonnée décrit la pratique d'un skieur à monter et descendre des pentes avec le même équipement, en variant la vitesse et le dénivelé. On distingue différents types de pratiques qu'on va détailler un peu plus loin dans la présentation, comme le ski touring, qui est en fait le ski de rando classique, polyvalent, le ski alpinisme. Depuis quelques années, on voit arriver le ski de rando fitness. On verra ce que ça veut dire, qui est-ce qui appartient à cette catégorie s'il y a besoin de segmenter la pratique. La free rando également.
Donc, pas mal de termes et mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Après cette brève introduction, on va passer à l'histoire du ski de randonnée. Le ski de rando est né dans les pays scandinaves et en Sibérie avant tout pour pouvoir aller suivre à ski les troupeaux. Donc, ces populations ont inventé un moyen de locomotion pratique qui leur permettait d'avancer en montée comme en descente en ayant un matériel adapté. C'est comme ça qu'est née finalement la peau de phoque, qui était véritablement la peau de l'animal qu'on mettait sous les semelles des skis. Et on verra que ça a évolué. Aujourd'hui, plus aucun animal n'est fort heureusement maltraité. Sur la slide suivante, donc, on aborde le matériel indispensable pour la pratique. Nombre d'entre vous sont des skieurs alpins, j'imagine, et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous veulent se mettre à la pratique. Pour ça, il y a un matériel nécessaire. On n'est pas obligé de tout acheter d'un coup, mais il y a quand même des indispensables. Les 5 produits indispensables que j'ai listés pour le ski de rando, c'est avant tout les skis. Alors, même si on pourrait monter une paire de fixations de ski de randonnée sur quasiment n'importe quel ski alpin, on se rendrait assez vite compte que le ski n'est pas forcément adapté. Pourquoi ? Parce qu'en ski de rando, en théorie, parce qu'on peut également pratiquer sur domaine balisé, en théorie, on pratique hors piste, ce qui implique que la neige n'est pas préparée, pas damée, par les ratraques et autres. Et du coup, on a besoin d'avoir un ski qui soit polyvalent et adapté à différents types de neige. Des neiges poudreuses sur les belles journées, mais parfois de la neige un peu plus souple, de la neige trafolée, de la neige parfois cartonnée ou très dure, limite glace. Et pour ça, on a besoin de skis qui soient adaptés, relativement polyvalents, assez tolérants également. Et puis, on va chercher à avoir une largeur au patin qui soit adaptée à sa pratique. On le verra un peu plus loin dans la présentation. Donc, des skis adaptés sont une base qui va nous permettre ensuite d'y monter une paire de fixations débrayables. Le ski de rando se pratique à la montée et à la descente, et pour ça, on a besoin que les fixations permettent de faire les deux positions. On ne pourrait pas avancer avec les skis comme en ski alpin, sinon ce serait beaucoup trop pénible. Donc, à la montée en ski de rando, on libère le talon. Pour ça, il existe 2 types de fixations. Les fixations dites à plaque, qui ont connu leur année de gloire dans les années 90-2000. Et depuis ces années-là, le brevet Low-Tech, qui a inventé Dynafit, fait foi, je dirais, dans le milieu. Une fois qu'on est passé sur des fixations à insert, généralement, on ne va plus en arrière. Le principe, c'est quoi ? C'est une espèce de une pince à l'avant avec des ergots de chaque côté. Ces ergots viennent s'insérer dans la chaussure qui est également adaptée. Et puis, ça permet un point de pivot de la chaussure sur la fixation. Et à l'arrière, là, on a plusieurs position de descente et une position montée où le talon est libéré. J'en dis pas plus puisqu'il y aura un webinaire complet sur le sujet. Le troisième accessoire indispensable pour le ski de rando, ce sont les peaux de phoque. Donc, comme je vous le disais initialement, c'était la peau de l'animal qui était mise sous les skis. Depuis très longtemps, les peaux sont avec des poils synthétiques. Les peaux sont autocollantes, c'est-à-dire qu'elles adhèrent sur la semelle du ski et les poils sur la surface extérieure sont inclinés dans un sens qui permet la glisse à la montée, mais retiennent la glisse dans l'autre sens. Ce qui nous permet en fait de faire un pas après l'autre avec une glisse dans le sens ascensionnel et de la retenue dans le sens de la descente. Voilà. Voilà pour les peaux de phoque. Le quatrième produit essentiel pour la pratique sont les chaussures de ski de rando. Les chaussures doivent permettre généralement, quand on utilise des fixations à insert, d'avoir des inserts justement à l'avant de la chaussure. Donc, ce sont des petits inserts métalliques qui permettent à la fixation de s'insérer dedans. Et puis, on a la même chose à l'arrière avec ce qu'on appelle une fourchette. Ces chaussures doivent également avoir une particularité qui est d'être flexibles, d'avoir une grande liberté angulaire. On imagine bien que si on utilise par exemple une chaussure de ski alpin qui ont un flex, une rigidité qui est très faible, en fait, la cheville ne pourrait pas bouger dans la chaussure. Ce
qui serait très pénible dans notre progression. On a besoin d'avoir le pied enfin en tout cas le tibia qui bouge dans la chaussure. Et du coup, on cherche à avoir des chaussures qui aient plus ou moins de flex. Pour un usage free rando, où on va chercher à avoir vraiment une grande skiabilité, à pouvoir skier vite, peut-être qu'on aura un peu moins de flexibilité. Et pour un usage à l'inverse, ou plutôt à l'extrême inverse, compétition, là on aura vraiment une très grande liberté angulaire, car le rythme, la vitesse ascensionnelle va être élevé. Et on priorisera le poids pour cette pratique. Et puis enfin, le cinquième accessoire essentiel, c'est pas un seul accessoire, mais ce sont trois, ce qu'on appelle un triptyque. Le DVA, l'appel et la sonde. DVA pour détecteur de victimes d'avalanche. Vous avez en haut à droite de l'image un exemple de DVA. Ce DVA s'utilise, en tout cas doit toujours aller avec l'appel et la sonde. Le jour où vous avez besoin d'utiliser votre DVA pour chercher une victime, il faut également avoir une pelle pour sortir la victime de la neige et une sonde pour la phase intermédiaire. Là encore, j'en dis pas plus, un webinaire complet est dédié à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, il y a 5 produits essentiels qui différencient le ski de randonnée du ski alpin, et on va essayer de détailler comment on les utilise et quel type de produits existent derrière ces catégories. Alors, sur les terrains de pratique, le ski de rando est né à la base pour pouvoir évoluer en montagne, sans contrainte, sans limite. Donc, évidemment, le terrain de pratique premier du ski de randonnée, c'est la montagne en hors-piste. C'est de pouvoir aller là où notre regard se pose, pouvoir aller faire tel sommet, puis le second sommet, peut-être aller enchaîner un couloir et un deuxième. Évidemment en s'assurant que les conditions du moment sont adaptées à cet itinéraire. Mais donc, le terrain de pratique, je dirais, principal du ski de randonnée, c'est avant tout la montagne hors piste. Néanmoins, on voit arriver depuis plusieurs années, je dirais depuis 2010 pour les prémices en France, des itinéraires balisés en station. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme les pistes de ski de descente, il y a aujourd'hui des itinéraires qui sont dédiés à la montée en ski de randonnée. L'an passé, avec CTC, nous avions recensé plus de 75 stations françaises qui avaient des itinéraires balisés et dédiés à la pratique du ski de randonnée. Chaque station en moyenne 2 à 3 itinéraires généralement. Donc aujourd'hui, on a une offre plutôt exhaustive de stations qui permettent de pratiquer en toute sécurité sur des itinéraires balisés. Et ensuite, une fois qu'on arrive en haut de cet itinéraire, on redescend par la piste balisée comme les skieurs alpins. Voilà pour les terrains de pratique. Ensuite, cette année 2020-2021, en tout cas cette saison 2020-2021, est assez particulière puisqu'on voit un essor formidable de la pratique du ski de randonnée. Mais ça n'est que je dirais, la conséquence d'une tendance qui était déjà bien installée depuis quelques années. Le ski de rando est une tendance finalement sociétale des sports outdoor, c'est-à-dire que beaucoup de gens recherchent à pratiquer un sport bien-être, à aller dans la nature, à pratiquer un effort de façon non motorisée. Et à l'instar du trail, du parapente, du VTT ou du vélo, de tout ce genre de disciplines, le ski de randonnée est plutôt en vogue. Ensuite, c'est une pratique outdoor qui fait de plus en plus parler d'elle, qui permet de découvrir de nouvelles sensations. Je pense que beaucoup de gens ont déjà essayé le ski alpin. Le ski de randonnée offre un autre type d'expérience puisqu'on va pouvoir s'offrir des descentes qu'on aura au préalable gravies à la force des mollets. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Ça demande un petit peu d'effort. Mais voilà, c'est aussi un des aspects qui fait que beaucoup de gens ont envie d'essayer pour voir si ça leur plaît. Et généralement, c'est assez unanime. Troisième point qui est lié au matériel, c'est que depuis quelques années, les marques notamment ont fait un travail très important pour faciliter la compréhension de leur gamme, de leurs produits. Auparavant, quand on était un skieur de randonnée dans les années 2000, on était presque un bricoleur, vraiment un amateur de matériel qui connaissait tout sur tout et qui savait exactement quel ski, quelle fixation, quelles chaussures, etc. il fallait monter. Aujourd'hui, ces barrières d'accès à la pratique, je dirais, volent en éclats. Les gammes sont facilement compréhensibles et il est facile de comprendre
quel genre de pratique on veut faire et du coup, quel matériel est adapté. Et enfin, le quatrième aspect qui fait que de plus en plus de gens se retrouvent à pratiquer le ski de rando, à essayer ou à persévérer dans la pratique, c'est évidemment ce contexte particulier lié au Covid-19 et aux mesures sanitaires qui a malheureusement fermé les stations de ski et les remontées mécaniques. Alors, vous posez sûrement la question en vous intéressant à ce webinaire de est-ce que le ski de randonnée est fait pour moi? Est-ce que j'ai le niveau ou pas? En fait, le ski de rando, c'est avant tout du ski. Donc, si vous voulez vous mettre au ski de rando, il y a un seul impératif, c'est de savoir, d'avoir déjà des bases en ski alpin et de savoir skier en conditions de toute neige. Comme je vous disais tout à l'heure, le ski de randonnée est une pratique qui se fait en dehors des pistes souvent et la neige n'est pas préparée, n'est pas damée. Donc, on va avoir des qualités de neige ou des textures de neige qui vont être différentes. Skier en poudreuse n'est pas donné à tout le monde. Skier dans de la neige un peu cartonnée, soufflée, c'est pas toujours évident. Et du coup, voilà, il faut savoir être stable sur ses skis, savoir faire des virages en différents types de neige pour profiter pleinement du ski de rando. Je dirais que c'est le seul impératif avant de se mettre au ski de rando. Ensuite, il faut un petit peu d'endurance parce que forcément, on va faire un effort à la montée et ce sera plus simple si on peut profiter quand même de l'effort et qu'on n'est pas exténué. Mais il y a plein d'itinéraires qui sont adaptés aux débutants, à des niveaux intermédiaires et qui permettent de se faire plaisir sans problème. On n'est pas obligé de s'attaquer tout de suite à des sorties de 2000 mètres de dénivelé positif. En revanche, il y a un aspect qui est essentiel pour toute personne qui s'y met et qui veut pratiquer, je dirais, le ski de rando par essence, celui qui se fait hors piste, c'est de comprendre que la notion de sécurité, elle est vraiment primordiale. C'est pas forcément un sport dangereux. Par contre, il faut y aller pas à pas et s'intéresser à l'environnement dans lequel on évolue. On parle d'avalanche, on parle de manteau neigeux, on parle de conditions météorologiques. Et tout ça, ça demande un petit peu de curiosité, s'intéresser aux conditions pour savoir si on a le niveau où l'itinéraire qu'on veut faire est adapté aux conditions du jour ou autre. Donc, il faut être sage dans son évolution dans la pratique et pas vouloir griller les étapes, y aller étape par étape. Maintenant, je passe sur les typologies de pratiquants. En fait, selon les marques, selon les institutions, les dénominations seront peut-être un petit peu différentes. Le premier type de pratiquant qu'on va retrouver en ski de rando, c'est le skieur de rando classique, polyvalent, le ski touring. Voilà. Ensuite, il y a le skieur de montagne, le skieur ou la skieuse évidemment, qui va pratiquer sur des terrains un peu plus élevés, je dirais. La notion d'altitude rentre en jeu. On ira sur glacier, on ira sur des parcours plus techniques, avec peut-être du rocher, avec la progression ski sur le sac, crampons aux pieds, peut-être qu'on utilisera le piolet, la corde, etc. Donc un peu plus de matériel. La troisième catégorie, c'est le ski fitness, qui se pratique plutôt dans une optique de travailler le cardio. Ensuite, on a les free randonneurs qui, eux, sont le pendant freeride du ski de rando, qui était pendant freeride du ski alpin au ski de rando. Et enfin, les compétiteurs en ski de randonnée qu'on appelle les skieurs alpinistes. Voilà. Donc, la première catégorie, qui sont les skieurs de randonnée classiques, eux, leur terrain de jeu, c'est vraiment la montagne. Si on peut passer à la slide suivante, Thérèse-Marie, s'il te plaît. Le terrain de jeu, c'est la montagne, le plus loin possible des pistes, avec… Ah, la vidéo se lance. Donc là, vous avez une vidéo qui montre à peu près un portrait type du skieur de randonnée. Pour la prochaine, on vous mettra le son, ça donnera un peu plus de valeur aux images. Le skieur de randonnée classique, lui, il pratique donc dans un terrain montagneux et je dirais que le temps passé à la montée et à la descente est quasiment 50-50. C'est vraiment le ski de rando par définition. On se fait une belle montée pour se faire une belle descente derrière.
Peut-être qu'on fera même plusieurs montées, plusieurs descentes. C'est le plaisir d'être en montagne avant tout. La deuxième catégorie, c'est donc le skieur de montagne. Le skieur de montagne, c'est quelqu'un qui évolue plutôt sur un terrain un peu plus technique, un peu plus engagé. Il passera un peu plus de temps à la montée, puisque sa technique de progression va impliquer peut-être un peu plus de matériel, remonter à un couloir, peut-être avoir des techniques limite de cascade de glace ou de goulotte, et on sera sur des terrains de jeu un peu plus aériens. Donc voici un exemple d'un portrait de skieur de montagne selon Dynafit. Donc là, vous voyez, c'est déjà du ski de randonnée qui est un peu plus technique, où il va falloir un peu plus de matériel. C'est une étape un peu plus éloignée, je dirais, dans le parcours de progression du skieur de randonnée. La troisième catégorie, qui risque d'être celle par laquelle vous allez faire vos premiers pas, est le ski fitness. Alors, on parle de ski fitness pour le côté cardio. Néanmoins, en tant que débutant, souvent, vous allez commencer par des itinéraires balisés, sécurisés, donc en station. Sur ces itinéraires, vous allez y trouver tout type de pratiquants. On fait des études de marché sur le sujet, on va enquêter sur le terrain et on se rend compte que ce n'est pas dédié qu'aux débutants ni qu'aux personnes qui veulent pratiquer à bloc. Il y a vraiment tout type de skieurs de randonnée ou de skieurs de randonnée qui se retrouvent sur ces itinéraires. Pourquoi? Parce qu'ils sont sécurisés et quand le risque d'avalanche est de 3 sur 5, voire même un peu plus quand on peut encore sortir, sur ces itinéraires-là, on peut quand même encore aller faire du ski de rando. Le skieur fitness, par définition, c'est quand même quelqu'un qui va pratiquer sur ces itinéraires. Il va pouvoir vraiment s'exprimer. Il n'aura pas à faire attention, je dirais, à la notion d'avalanche ou autre. Et il va pouvoir vraiment se donner à cœur joie et travailler le cardio. C'est vraiment la notion de fitness au sens large. Donc, son effort, lui, il est plus à la montée et un peu moins à la descente. Et on va vous montrer une vidéo qui illustre cette pratique. Donc, bon, la vidéo montre globalement l'esprit de cette pratique. On passe sur la quatrième catégorie qui est la free rando. Vous avez déjà entendu ce mot sans savoir vraiment ce qui se cache derrière. Si vous voyez ce qu'est le freeride en ski alpin, c'est vraiment de chercher à skier sur des belles pentes, généralement assez vides, de faire des grandes courbes. Le free randonneur, c'est exactement ce genre de pratique à la descente. Mais avec l'envie de passer pas forcément trop longtemps à la montée. Donc, généralement, le free randonneur, il va utiliser des remontées mécaniques pour faire le gros du dénivelé. Et ensuite, il va faire des courtes approches de 100 à 400 mètres de dénivelé positif pour terminer la bascule vers un bel itinéraire freeride, un couloir ou autre. Donc, lui, il va chercher à avoir un matériel plutôt orienté ski, orienté descente avec des skis assez larges, des chaussures assez rigides et comme vous le voyez, une tenue plutôt orientée freeride. On a une petite vidéo qui vous le montre. Bon. Enfin, la dernière catégorie de ski de randonnée, celle qui, je pense, ne sera pas forcément celle par laquelle vous ferez votre entrée dans la pratique, c'est le ski de randonnée en compétition. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Pyramenta qui symbolise assez bien cette pratique. C'est
vraiment l'endurance et l'effort en ski de randonnée. On va privilégier la performance et du coup un matériel assez léger. On sera très rapide, très léger à la montée et un peu moins du coup adapté à la descente, car comment dire, le matériel est assez court, assez léger et donc moins stable, qui permet de moins skier de manière évidente. Néanmoins, on peut quand même skier vite et efficacement, aucun problème là-dessus. Voilà, je pense que la Pyramenta ou ce genre de compétition est l'exemple le plus symbolique de ce qu'est le ski de randonnée en compétition. Donc, j'en ai terminé sur ces 5 typologies de pratiquants, mais j'aimerais terminer ce webinaire sur une notion qui est essentielle et que je ne peux pas passer outre, qui est la sécurité. Je vous ai parlé du triptyque DVA-Pelle-Sonde. C'est essentiel d'avoir ce matériel quand vous commencez. Néanmoins, il faut savoir l'utiliser. Et pour savoir l'utiliser, il faut pratiquer. C'est pas le jour où malheureusement un incident se produit qu'il faut se demander comment fonctionne son DVA ou à quoi sert la sonde. Donc pour ça, il faut se former sur le terrain. Les professionnels de la montagne, les pisteurs, l'ANENA, différents organismes organisent des formations. Il existe des DVA parcs. Il y a souvent des formations où on peut faire de la recherche monovictime, multivictime, qu'il faut faire. Il faut vraiment s'y entraîner tous les ans, autant que possible. Faites-le également avec vos amis. Vous pouvez le faire presque à la maison. On a fait une petite vidéo tutoriel il n'y a pas très longtemps sur le site CTC. Vous pouvez également vous former en ligne. Il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on a une époque très connectée et il serait dommage de se passer de toute cette mine d'or d'informations en lien avec la sécurité et également avec les conditions relatives à l'itinéraire ou à la sortie que vous voulez faire dimanche prochain. J'en ai terminé sur cette introduction sur ce qu'est le ski de randonnée. On a parlé de matériel, on a parlé de sécurité, on a parlé d'aire de pratique, on a parlé de typologie de pratiquants, de ce pourquoi le ski de randonnée est aujourd'hui en plein essor. On aura donc encore 9 webinaires qui vont arriver à partir de jeudi pour vous permettre de passer, d'avoir connaissance et de vous former à tout ce qui a trait au ski de randonnée. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions-réponses, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va essayer d'y répondre en direct. Merci Aurélien. On va effectivement peut-être prendre quelques questions. Il me semble, je vois, il y avait plusieurs personnes qui ont posé des questions sur le splitboard. Peut-être on peut effectivement rapidement l'aborder, Aurélien. Oui, tout à fait. Alors, le splitboard, c'est quoi? C'est en fait le pendant du ski de rando, du snowboard. En fait, le snowboard est divisé, en tout cas peut se séparer en 2 parties, voire en 4 parties. Et on retrouve donc 2 skis qui permettent de monter comme en ski de randonnée. Et quand on arrive au sommet, on va dire qu'on réassemble la planche avec un système assez ingénieux. Et à la descente, on a un snowboard tout à fait normal. Et il y a une deuxième question à laquelle on pourrait répondre aussi. Il y a notamment Michael qui demande si le matériel d'avalanche, DVA Pelle-Sonde, est nécessaire ou pas sur les pistes balisées en station quand on fait du ski de rando en station. Alors, dans l'absolu, non, parce que les itinéraires sont balisés et sécurisés. Alors là, je parle en temps normal, parce que par les temps qui courent, les stations ne sont pas toutes ouvertes. Du coup, les itinéraires ne sont pas tous sécurisés. Je n'ai pas toutes les informations sur toutes les régions de France où il y a des itinéraires balisés, donc je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Donc, théoriquement, quand les domaines sont ouverts, les itinéraires sont balisés, sécurisés, donc il n'y a pas de risque d'avalanche objectif. Néanmoins, il reste toujours bon d'avoir ce matériel sur soi pour s'entraîner. Peut-être que quand on arrive au sommet, avec les copains, on peut dire tiens, on fait un scénario de recherche d'avalanche. Et puis, ancrer ce réflexe de mettre le DVA sur soi, c'est toujours bon. Donc, je dirais que voilà, c'est un plus, mais utilisez votre matériel quand même sur itinéraire balisé. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il me semble qu'on a fini.
vois qu'il y a une question sur est-ce qu'on peut parler des différents types de ski et fixation en fonction de la pratique. Alors, il y aura le prochain webinaire, je crois, qui est sur ce sujet. On peut juste dire que sur les skis, on va dire que la largeur va de 65 à peu près 120 mm au patin. Plus on est fin, plus on est sur une pratique compétition, plus on est large, plus on est sur une pratique free rando. Ce qu'on va chercher comme comportement du matériel va dépendre de sa pratique. Si on cherche à monter très vite, on sera plus sur le matériel compétition. Si on cherche vraiment à envoyer fort à la descente, on sera plus sur le matériel free rando. Et on nous parle aussi des sacs airbags. Alors, le sac airbag, c'est très bien. C'est un produit qui permet de rajouter de la sécurité dans sa pratique. Néanmoins, c'est pas un garde-fou. C'est pas ce qui permet de se dire, OK, aujourd'hui, les conditions, c'est 4 sur 5, c'est pas grave, j'ai un airbag, on y va. Le sac airbag, c'est vraiment un accessoire de secours, enfin, pas de secours, en tout cas de sécurité, vraiment en cas d'incident. Il ne faut pas se dire, si on a un airbag sur le dos, OK, c'est pas grave, j'ai un airbag, il ne peut rien m'arriver. C'est comme la ceinture de sécurité en voiture, c'est pas parce qu'on l'a que l'accident n'est pas probable. Donc, il faut vraiment se dire que l'airbag, c'est un plus, c'est indéniable, ça a sauvé beaucoup de monde, mais ce n'est pas non plus l'assurance tout risque. Il y a une question très pertinente qui nous est posée par plusieurs personnes, c'est sur les DVA. Est-ce qu'il faut le DVA dernier crit ou neuf? Est-ce qu'on peut en acheter un d'occasion? Et est-ce qu'un DVA qui a 20 ans, c'est encore utile? Alors, le DVA, c'est un sujet assez technique. Globalement, on peut acheter les DVA d'occasion. En revanche, les marques recommandent de les réviser régulièrement, à minima tous les 2 à 3 ans. Donc, si vous achetez un DVA d'occasion, n'achetez pas un DVA de plus de, je vais faire de bêtises, on va dire 10 ans maximum, et encore 10 ans, ça fait beaucoup. Mais en tout cas, il faut le réviser, et c'est la marque qui vous dira durant la révision si le DVA est toujours fonctionnel ou pas. Et un DVA qui a 20 ans, on ne vous recommande pas de l'utiliser parce que les normes ont changé. Aujourd'hui, les DVA ont tous 3 antennes. Auparavant, c'était des mono-antennes. Après, c'est un terrain technique, il est sur de fréquences, mais globalement, un DVA qui a 20 ans, ce n'est pas une super idée. Je vois plein de questions qui arrivent. Alors, on a déjà un peu dépassé le temps puisqu'on était sur 15-20 minutes et on est déjà à 30. Il y a des questions sur quelles chaussures, la formation à rappel sonde, etc. Alors, on ne va pas anticiper sur les prochains webinaires. On va laisser un peu le suspense puisqu'il y aura à chaque fois un webinaire sur tous ces thèmes où on va rentrer vraiment dans le sujet. Donc, voilà. Volontairement, ce premier webinaire, il est assez général. C'est une introduction à tout le reste. Donc, évidemment, on vous invite à suivre toute la suite du webinaire. Tout à fait. Merci Nils et merci à tous pour votre présence et vos questions. À bientôt. Merci Aurélien. Et donc, je vais clore ce premier webinaire. Merci à tous pour votre présence. Et donc, rendez-vous dès jeudi prochain, 19h, et tous les mardis et tous les jeudis jusqu'au 4 mars. Merci, à bientôt. Bonne soirée.